Hop, super. J'ai lancé quelque chose? Ouais, je pense que ouais. Là, c'est bon, ça enregistre. OK, vas-y, fais-le. Tu peux continuer. Oh, bah, ça c'est bien, c'était sur juste une slide vite fait, mais Louis a déjà fait une très belle introduction. En effet, peut-être le cas un peu particulier de mes recherches, c'est que j'étais en thèse de CIFRE jusqu'à il y a 6 mois. Et en effet, je ne vais pas vous redire tout ce que Louis a déjà introduit. Et je travaille pour une entreprise, donc, qui est le petit symbole que vous voyez comme ça, qui s'appelle Hugging Face. Et donc, je fais partie de l'équipe Machine Learning and Society. Donc, je travaille au quotidien avec des politologues et des avocats sur les questions justement, est-ce qu'il faut ouvrir les modèles, par exemple, d'intelligence artificielle, soit-il des modèles de langage, des modèles de génération de texte, de vidéos, etc. Donc, je fais vraiment une recherche sur le terrain et plutôt que voilà, me focaliser sur les questions de éthique normative. Et je vais passer là-dessus. Donc, une brève introduction. Donc, comme j'annonçais déjà à Louis, on ne va pas trop se concentrer sur les détails techniques. Donc, si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, gardez en tête toutes vos questions. On pourra les répondre par la suite. Mais j'ai juste prévu de petites slides d'introduction au sujet, qui va être donc dans notre objet d'étude. Bon, l'intelligence artificielle, donc, est un domaine très, très vaste. On va dire qu'il y a eu un avant et un après, qu'on regardera tout à l'heure ensemble. Et quand on parle d'intelligence artificielle, aujourd'hui, on a tendance à les réduire à tout ce qui est machine learning et deep learning, alors qu'il y a des techniques statistiques d'arbre de décision, des modèles qui sont appelés knowledge-based, donc qui sont juste des tables de vérité, et aussi des biais symboliques, qui font quand même partie de ce domaine. Donc, déjà, réduire toute l'intelligence artificielle au machine learning, c'est un peu une erreur conceptuelle. Par contre, nous, c'est vrai qu'on va se concentrer sur la partie machine learning et surtout sur donc, ce gros tournant qu'il y a eu en recherche informatique, qui est Transformer, donc qui sont des modèles basés sur l'attention et le contexte. Donc, c'est ça ce qui va être aussi très intéressant d'un point de vue plutôt philosophique, de savoir que jusqu'à Transformer, donc le premier modèle, c'était BERT, on regardera ensemble vite fait. Ce qui est intéressant, vous avez la petite image que je vous ai mise juste en bas à droite. Ça veut dire que les modèles à partir de Transformer, ils savent faire le lien entre plusieurs mots, toujours en ne pas ayant évidemment la capacité, on va dire, cognitive de comprendre quelle est la signification d'un mot. Par contre, au sein d'une phrase, comme par exemple la phrase que vous avez là, l'iPhone est produit par Apple en Californie, voilà, il y a une petite faute dans le chemin, mais Apple est associé à l'iPhone, alors que Apple en anglais, ça veut dire aussi la pomme. Ça, c'est très simplement pour vous illustrer qu'est-ce que c'est l'architecture transformer. Donc, c'est à partir de 2017. Donc, c'est vraiment le modèle qui se focalise à partir d'une phrase, d'un contexte particulier. Donc, dans ce cas-là, c'est le contexte téléphone. Donc, si on parle de pomme dans un contexte de téléphone en anglais, on sait qu'on fait référence à un téléphone. Voilà. C'est juste pour que vous ayez en tête. Et ça, c'est encore une fois grâce à ce gros tournant qu'il y a eu en 2017. Si on se focalise donc dans tout ce gros domaine de l'intelligence artificielle, si on essaie de réduire un petit peu notre champ de notre objet d'étude, on va parler donc du traitement automatique des langues, qui est appelé en anglais Natural Language Processing et en français TAL. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un sous-domaine de la linguistique, de l'informatique et aujourd'hui aussi de l'intelligence artificielle. Donc, c'est pas quelque chose qui est né, c'est pas un champ d'études qui est né avec l'intelligence artificielle. On va dire qu'il y a plus eu un rapprochement entre donc, la linguistique et l'informatique et aujourd'hui l'intelligence artificielle. Donc, on est déjà, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est déjà dans un champ un peu interdisciplinaire entre la linguistique et l'IA. Donc, dans le traitement automatique des langues, on a aussi des cas de génération donc, de texte, comme on peut l'appeler Natural Language Generation, de compréhension, donc qui est appelé Natural Language Understanding, et ce qui permet, tout ça, c'est ce qui permet, par exemple, les traductions. Votre Google Translate est basé sur ce genre de technologie, ce genre donc de modèle d'intelligence artificielle, ou alors les modèles toujours de langage qui savent, par exemple, reconnaître aussi un commentaire sur un certain produit est plutôt positif ou négatif. Il y a toujours ce genre de modèles qui sont derrière. Donc, tout ça pour vous montrer rapidement que oui, quand on parle de Natural Language Processing ou traitement automatique des langues, oui, on parle de génération de texte, mais pas uniquement. On parle surtout et aussi de compréhension du texte.
et donc d'analyse de sentiments, de complexion, etc. Donc, comme je vous disais, le premier modèle transformer, c'est BERT, qui est très étudié depuis 2018 et très utilisé aussi. C'est un modèle décodeur-encodeur. Donc, on ne va pas rentrer encore fois dans les détails techniques, mais juste ce qu'il faut garder en tête, c'est que dans ce chemin de modèles d'intelligence artificielle, il n'y a pas de génération de texte. Parce que BERT, ce qu'il fait, c'est juste en gros, de la compréhension de phrases et essayer de savoir en effet au sein d'une phrase quel type de contexte il y a et sur quel type de mots il faut porter plus l'attention plutôt qu'autre chose. Mais on peut conclure cette petite introduction sur l'intelligence artificielle et les modèles de langage en disant que ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, les modèles de langage sont aussi utilisés pour créer des assistants virtuels, des agents conversationnels, donc comme Siri, par exemple, qu'on pourrait imaginer comme étant un assistant virtuel euh, très, très élaboré. Il est aussi basé sur Robert et sur Transformer. Et les agents conversationnels, donc, qui sont des simples chatbots ou des simples petits robots, en gros, qui se trouvent juste sur vos ordinateurs et qui vont répondre de manière automatique à vos messages. Voilà. Je laisse ça comme ça. Si jamais il y aura des questions, on en parlera après. Mais c'est ce qu'il faut garder en tête. Maintenant, à parler, donc, une fois qu'on a un peu identifié l'objet de notre étude, on peut commencer une première analyse. Donc, comme je vous disais, il y a eu ce gros tournant technique donc, de avant et après Transformer. Donc, avant Transformer, en effet, on parlait beaucoup déjà à partir des années 80, même des années 70, de cette opposition, cette dichotomie qu'il y avait entre IA forte et IA faible. C'est d'ailleurs un terme qui est aussi utilisé par le philosophe Searle. Donc, on a beaucoup théorisé autour de ça. Il y a la fameuse expérience de pensée de la chambre chinoise qui nous montre que c'est pas parce que, par exemple, un modèle de langage d'intelligence artificielle sait répondre d'une certaine manière ou d'une autre manière avec des phrases particulières à son interlocuteur, à son utilisateur, qu'elle comprend quelle est vraiment la signification de cette phrase. Et ensuite, bah, il y a Dreyfus dans son œuvre donc, de 72, ce que les ordinateurs ne savent pas faire, qui parle de suppositions psychologiques et épistémologiques qui ont les ingénieurs, les informaticiens en particulier, lorsqu'ils parlent d'intelligence artificielle. La supposition psychologique, elle nous dit quoi? C'est qu'il y a eu une tendance, donc depuis les années 60-70, et peut-être même avant les études donc, en intelligence artificielle tout court, de réduire la pensée cognitive donc, des êtres humains à des simples calculs mathématiques, de la même manière que les ordinateurs savent faire des calculs. Donc, pour Dreyfus, c'est une vraie supposition qui nous porte à nous tromper de la manière dont on va ensuite analyser l'humain à côté des machines et surtout faire plein de raccourcis. Et il va y avoir aussi des approvis dans nos réflexions. Ensuite, la supposition épistémologique, elle est aussi très parlante. Il nous dit, qu'il ne peut pas y avoir une théorie de la compétence qui se réduit à une théorie de la performance. Et il prend deux exemples assez parlants. Par exemple, les planètes qui sont en train de tourner autour du Soleil. Ce n'est pas parce qu'elles connaissent les lois de la physique qu'elles sont en train de tourner autour du Soleil. Et le font malgré la connaissance de ces lois, même si, donc pour le dire différemment, ou mieux, c'est que les lois de la physique, elles existent même si les humains connaissent ces lois de la physique. De la même manière qu'un cycliste sait à faire du vélo même et essayer de balancer, contrebalancer son poids, il est aussi en train d'appliquer des lois de physique, mais ce n'est pas parce qu'un cycliste, par exemple, de 6 ans, de 7 ans, qui connaît ces lois de physique, qu'il sait faire du vélo. Donc ça, c'est aussi une réduction qu'on a souvent lorsqu'on théorise autour des l'IA, parce qu'on pense que parce que la machine sait faire quelque chose, donc forcément, elle connaît un peu toutes les théories et les règles physiques et mathématiques qu'il y a derrière. Donc ça aussi, pour Dreyfus, c'est une supposition et qui peut nous amener à faire des mauvaises comparaisons avec l'être humain. Après Transformer, donc d'un côté peut-être un peu plus technique, c'est même dans la théorie un peu plus en sciences sociales, on a commencé à parler plutôt de IA générale, donc General AI, et IA étroite. Donc,
à mon sens, c'est vraiment un tournant qu'il y a eu après Transformer parce que cette capacité de concentrer l'attention et le contexte d'un modèle sur une phrase spécifique, on reste toujours ancré sur notre objet d'étude qui sont les modèles de langage. Euh, c'est quelque chose qui a permis aussi la théorisation, et c'est pour ça que je parle aussi de sciences sociales et humaines, parce qu'il y a eu beaucoup d'études, notamment à partir de la Silicon Valley et d'universités comme Stanford, qui, ont, qui sont en train de financer aussi des études et des recherches sur ce qu'ils appellent les foundational models, les modèles fondamentaux, qui sont censés devenir demain la base pour ces modèles généraux. Euh, par exemple, vous avez voilà, Bossani et d'autres auteurs, c'est ce fameux papier qui a été publié en début de 2022, qui jette vraiment les bases pour théoriser ce qu'on appelle aujourd'hui les modèles fondamentaux. C'est un terme aussi évidemment très controversé, parce qu'il y a énormément de chercheurs aussi, et pas que en informatique, mais aussi en sociologie, en anthropologie, qui s'opposent à ce terme de fondamental, parce que c'est une thématique, c'est un mot un peu fort pour désigner que c'est à partir du langage, c'est à partir des modèles de langage et des modèles de langage transformers qu'on va pouvoir construire aussi, par exemple, des modèles qui sont appelés des modèles multimodaux, donc qui sont des modèles qui vont inclure aussi, par exemple, la génération de vidéos ou la compréhension de vidéos, donc des modèles aussi de computer vision, parce que, encore une fois, le but, c'est d'arriver, et un même but, on va dire, initial qu'il y a dans la recherche en intelligence artificielle, c'est de reproduire le plus possible celle qu'est l'intelligence humaine. Et donc, un être humain n'est pas juste capable de pouvoir parler et comprendre ce que les autres humains disent, mais aussi d'avoir une connaissance de l'espace qui l'entoure, de savoir imaginer et comprendre ce qu'il y a au sein d'une image, et aussi reproduire des sons. Donc, quand on parle de modèles multimodaux, c'est une nouvelle branche donc, de recherche qu'il y a en intelligence artificielle qui cherche à comboter un peu comme les Lego, plusieurs modèles qui vont ensuite construire, toujours encore une fois, dans cette quête de cette intelligence artificielle générale. Donc, si on prend un peu les définitions, il y a ce livre qui est un peu pionnier et un peu une base justement dans la recherche sur l'intelligence artificielle de Gorsel Panekin qui nous dit que l'intelligence générale artificielle, donc qui est appelée AGI en anglais, fait référence à la recherche en IA dans laquelle l'intelligence est comprise comme une capacité à usage général qui ne se limite pas à un ensemble restreint de problèmes ou de domaines et qui inclut la capacité de généraliser largement à des domaines fondamentalement nouveaux. Donc, vous voyez, il y a déjà ici un peu la capacité, on va dire, à ne pas savoir compter sur les bouts d'un doigt, les bouts des doigts d'une main, quelles sont toutes les capacités possibles de cette intelligence artificielle. Donc, l'idée, c'est vraiment de donner des cas d'usage et des capacités à ces modèles qui sont infinis, presque. Et, et donc, essayer d'arriver à cette intelligence qu'ils appellent eux générale, donc qui se rapproche le plus possible de celle des humains. Quelles sont donc les caractéristiques de cette AGI? Bah, déjà, comme je vous disais, étant general purpose, je pense qu'en français, on pourrait traduire ça comme étant polyvalent, donc un modèle qui sait faire plusieurs choses en même temps. Il y a un manque donc de claire définition de ces compétences parce que l'idée c'est de donner autant de compétences, le plus de compétences possible et même ne pas savoir le compter encore une fois. Donc il y a un cas d'usage des cas d'usage qui sont potentiellement infinis. Si on repasse donc sur et on se limite juste sur les modèles de langage, un modèle de langage qui était élaboré avec l'intention d'être general purpose, donc polyvalent, c'est GPT-3 ou GPT-3, donc qui sait par exemple interagir avec des humains, c'est répondre à des questions de culture générale, c'est prendre un texte et en faire un résumé, c'est faire de la classification, donc par exemple une analyse de sentiments, de savoir quel type de commentaire est positif ou négatif, c'est faire des traductions en plusieurs langues, etc. Donc, vous voyez, le but, disons, l'objectif, c'est de se rapprocher le plus possible d'un nombre de compétences infinies qui, encore une fois, se rapproche le plus possible d'un intelligence.
Donc, l'idée, c'est aussi d'avoir la possibilité de combiner plusieurs modèles. Donc, comme je vous faisais référence tout à l'heure, l'idée, c'est de combiner langage, vidéo, audio, image, et j'en passe. Et la finalité, voilà, c'est essayer, encore une fois, d'avoir les mêmes compétences cognitives qu'un être humain. Donc, avoir la capacité de se retrouver, de comprendre les espaces, avoir la capacité de savoir parler, de savoir déchiffrer ce que parler, de pouvoir générer de la musique, de savoir faire des compositions musicales, de savoir identifier une image, retrouver les humains, les chaises, les tables. Et la liste est très longue. En opposition, parce qu'on a beaucoup parlé donc de cette artificial general intelligence, il y a aussi évidemment une tendance de recherche à la fois industrielle et académique qui continue d'exister, qui est celle de l'intelligence artificielle étroite. Pourquoi elle est étroite? Parce qu'elle est orientée juste sur une tâche spécifique, donc on dit qu'elle est task-oriented. Ça veut dire que, par exemple, on se retrouve avec des modèles d'IA qui savent faire une seule chose, mais ils savent la faire très bien. Donc, par exemple, interagir, donc un chatbot, ou déchiffrer un texte, je sais pas, une partition de musique, ou faire de la classification, ou traduire, etc. Donc, ce sont en effet des modèles qui peuvent être très gros, mais qui sont focalisés sur une application spécifique et ils font ça très bien. Par exemple, un cas assez éclatant de Narrow AI, malgré ce qu'on pourrait imaginer, c'est Siri. Donc, c'est un assistant virtuel qui est très performant au moment où on doit lui demander qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'on veut que cette IA fasse. Et Siri est très performante dans ce qu'on appelle intent detection. Donc, qu'est-ce qu'elle sait faire, Siri? C'est savoir si vous cherchez des informations par rapport à la météo, si vous devez faire une recherche Internet, si vous devez appeler quelqu'un, si vous devez envoyer un texto. Et encore une fois, très performante à prendre avec les pincettes parce qu'en français, ce n'est pas encore aussi au même niveau qu'en Siri en langue anglaise. Donc, je vous ai parlé de modèles multimodaux, mais là, quand on parle de Narrow AI, évidemment, on se focalise sur en compétences spécifiques. Donc, il n'y a pas cette composition, c'est d'autres modèles imbriqués qui pourraient être dans le même modèle, on va dire. Donc, on n'est pas du tout dans la définition des modèles multimodaux. Donc, encore une fois, il n'y a que des modèles, par exemple, de reconnaissance d'image ou des modèles de génération de texte, etc. Et la finalité, ce sont des modèles qui naissent avec une finalité précise. Donc, par exemple, je vais entraîner mon modèle de langage pour faire de la traduction du chinois à l'anglais, du italien au français. C'est vraiment un but spécifique qu'on va donner à ce modèle et son application et donc son utilisation aussi va être très orientée, encore une fois, à une tâche. Donc, vous voyez, il y a une claire distinction entre les deux tendances. Quand je vous dis qu'il y a les deux tendances, bah, il y en a quand même une qui prévaut sur l'autre. Ça, c'est un petit schéma pour vous montrer un peu en termes de grandeur, là, purement physique, parce qu'on parle de paramètres, quand on parle de modèles d'IA. Encore une fois, on se focalise que sur les modèles de langage. Mais si vous regardez le schéma, donc à gauche, vous avez les paramètres en milliards et en bas, vous avez la date de déploiement. On voit clairement une courbe qui est en train de croître. Donc, c'est une vraie croissance qu'on voit aujourd'hui au sein des modèles de langage qui veulent, encore une fois, aller vers cette intelligence artificielle générale. Donc, essayer d'avoir des modèles toujours plus gros, basés sur toujours plus de données, pour qu'elles soient de plus en plus générales, pour qu'elle ait de plus en plus plein de compétences. Donc, même lorsqu'on parle juste d'un modèle de langage, on souhaite que ce modèle de langage sache converser, faire de la classification, encore une fois, de la traduction, répondre à des questions de culture générale, essayer de répondre, d'avoir des intent detection, donc savoir faire ce qu'elle fait aussi Siri, etc., etc. Et je ne sais pas si vous le marquez depuis le schéma, mais de tous ces modèles de langage que vous voyez ici, la plupart sont développés par des GAFAM. Donc, vous avez par exemple BERT, c'est une production de Google. Le symbole que vous voyez de GPT, donc, qui est aussi une nouvelle architecture, une nouvelle façon un peu de créer des modèles de langage, c'est OpenAI, dont on va discuter rapidement tout à l'heure. Mais des modèles ouverts ou des modèles qu'on va dire qui sont quand même à disposition un peu de tous les utilisateurs qui savent s'en servir, il y en a très peu. Vous avez que GPT, Neo, donc c'est
ceux-là qui sont apparus en 2021. Et ensuite, il y a Bloom, où vous voyez la petite fleur. Tout le reste, ce sont des modèles dits fermés, donc des modèles qui sont entraînés sur des données qu'on ne peut pas connaître, auxquelles on n'a pas accès. Et le code source aussi, il est gardé secret. Donc, vous voyez vraiment cette tendance de plus en plus à devenir de plus en plus gros et entraîné sur de plus en plus de données. Bah, clairement, il y a Google qui prime avec son modèle Palm. Ils ont essayé aussi avec DeepMind de faire un modèle qui s'appelle Chinchilla, qui est très performant, 70 milliards de paramètres. Mais Palm, carrément, c'est un peu l'état des l'art aujourd'hui des modèles de langage et on essaie de faire un peu pareil partout. Donc, vous voyez, il y a cette tendance toujours à aller vers cette généralisation des modèles d'IA. Si on fait un pas en arrière, on essaye de creuser un peu quelles sont les raisons, on va dire, philosophiques qu'il y a derrière tout ça. Il y a un nouveau courant depuis le début des années 2000 qui est très, très présent dans la Silicon Valley. On était il y a un mois en Californie et moi, j'ai vraiment touché du doigt à ce nouveau courant philosophique qui a une forte présence dans la recherche académique là-bas, donc entre Stanford et toutes les grandes universités qu'il y a là-bas aussi qui font beaucoup de recherches à l'intersection entre les sciences sociales et humaines et l'IA, mais aussi en recherche industrielle. Donc, tous les GAFAM, par exemple, sont très portés vers ce nouveau courant. Donc, ça s'appelle long-termism ou long-termisme. Je ne sais pas si c'est un mot qu'on peut dire en français. Donc, c'est un concept clé de cette théorie morale qui s'appelle l'altruisme efficace, donc effective altruism, qui n'a rien de nouveau en termes d'éthique, parce que se base sur de l'éthique intergénérationnelle, notamment sur les écrits de Parfit. Donc, dans son ouvrage de 84, Reasons and Persons, où en effet, on va chercher, pourquoi ça s'appelle long-termisme, parce qu'on va chercher des solutions sur le long terme qui vont inclure ce qui vont être les générations futures. Donc, il y a une vraie réflexion qui se fait sur qu'est-ce qu'on doit léguer aux générations futures. Donc, encore une fois, c'est pour ça que je vous dis, c'est une nouvelle théorie qui s'est créée aujourd'hui, mais qui a des bases très profondes, qui sont des traditions philosophiques, de philosophie morale. Donc, on va chercher à privilégier un peu celles qui vont être les générations futures. Donc, on va essayer de se dire les générations qui n'existent pas encore aujourd'hui, qu'on ne connaît pas aujourd'hui, et sont aussi importantes, voire plus importantes de celles qui existent aujourd'hui. Et donc, ça, c'est une base très importante. Il y a des bases aussi du pur utilitarisme, que moi j'appelle de l'utilitarisme extrême, parce qu'ils vont vraiment ils vont chercher cette utilité, donc ce calcul mathématique de comment faire le bien le plus possible pour les sociétés d'aujourd'hui, mais surtout comment est-ce qu'on peut léguer ce bien et comment on peut prévoir de faire du bien pour les sociétés et les générations qui n'existent pas encore aujourd'hui. Et il y a eu notamment un article de divulgation qui était publié par Peter Singer, qui fait aussi partie de ce courant, qui s'appelle La charnière de l'histoire, où il nous parle en effet de tous les risques qui existent aujourd'hui pour les générations présentes, mais aussi pour les générations futures. Donc évidemment, il y a aussi des enjeux écologiques, il y a aussi des enjeux économiques, mais il y a un gros focus. Évidemment, là, on n'a pas le temps de parler de tout le courant d'effective altruism, mais on va surtout se focaliser sur ce que disent à propos des l'IA, parce qu'ils ont vraiment un volet, on va dire, d'analyse assez important et assez présent sur l'intelligence artificielle. Et comment est-ce que ça se traduit dans la pratique? Bah, à travers des actions. C'est pour ça que moi, je l'appelle un peu de l'utilitarisme extrême, parce que vous avez aussi des entretiens de Peter Singer qui conseillent d'aller chercher de faire des métiers qui ont des revenus élevés. Donc, essayer de s'intéresser le plus possible à des métiers qui vont nous apporter énormément d'argent pour ensuite faire des donations. Donc, il y a comment on va dire, une présence assez importante de tout ce qui est de la philanthropie,
de pouvoir faire des donations pour des associations qui vont s'occuper du réchauffement climatique, de faire des donations, par exemple, pour des raisons économiques, de créer, essayer de, je ne sais pas, il y a aussi énormément d'associations contre la famine en Afrique, ces gros enjeux quand même de société. Et leur solution, c'est vraiment essayer de donner le plus d'argent possible à ces causes, parce que ce qui compte le plus pour l'effective altruisme, c'est d'être en capacité de pouvoir apporter donc, sa propre contribution en termes financiers à ces grandes causes. Il y a aussi une grande base de philosophie politique libertarienne. Par exemple, Elon Musk se dit faire partie aussi de ce courant philosophique parce qu'il y a un peu un rejet de ce que peut être, par exemple, l'infrastructure et les institutions sociales et politiques, administratives d'un pays. Donc, au lieu, par exemple, de croire qu'en payant mes impôts, je vais pouvoir financer des projets pour sortir une partie de la population de la pauvreté, ils vont plutôt croire à des situations et des institutions, on va dire, tierces, qui sont externes à l'État. Donc, il n'y a pas du tout une prise de considération des infrastructures et des institutions qui peuvent exister aujourd'hui, mais ils vont plutôt préférer la création voilà, d'associations, d'organisations de charité, d'opérations de philanthropie qui restent vraiment un entre-soi, donc entre eux. Encore une fois, bah, c'est quelque chose qu'on voit comme étant super influent à la Silicon Valley et en recherche industrielle. Et je vais vous montrer pourquoi, et je vais aussi vous montrer pourquoi c'est très lié à cette question de l'intelligence artificielle générale. Donc, de quelle manière c'est très présent dans la Silicon Valley? Donc, il y a des courants aussi qui sont créés depuis, on va dire, tout de suite après être sorti de ce qu'on appelle l'hiver de l'intelligence artificielle, donc encore une fois, après ce gros tournant de Transformers, donc à partir de 2017-2018, on a vu apparaître euh, beaucoup de papiers scientifiques, beaucoup de littérature, à la fois en sociologie, anthropologie, philosophie et en informatique, sur par exemple l'AI alignment. Donc, qu'est-ce que c'est AI alignment? C'est littéralement l'alignement des valeurs. Donc, on est en plein dans notre sujet. C'est un courant interdisciplinaire, donc vous pouvez retrouver donc, encore une fois de la littérature qui va de la philosophie à l'informatique. Quel est le but? Le but, c'est d'aligner les valeurs humaines à celles de l'IA. Donc, c'est présent notamment dans l'ouvrage de Russell Human Compatible de 2019. Les questions qu'on pourrait se poser, c'est les valeurs de quels humains, quel type de valeurs de quelles valeurs on est en train de parler, de quelle manière aussi les aligner. Qu'est-ce que ça veut dire aligner des valeurs à une machine? Et est-ce qu'on peut considérer que les IA ont par elles-mêmes des valeurs? Comment est-ce que, s'il faut aligner ces valeurs humaines, de quelle manière on peut considérer que la machine IA a en soi des valeurs qu'on peut considérer comme étant des valeurs à proprement parler? Dans tout ça, il y a déjà un gros paradoxe, c'est que la recherche industrielle en AGI, donc en cette intelligence artificielle générale, correspond aussi à la recherche académique en AI alignment. Donc, ça veut dire que parce qu'on pense que ces IA générales vont pouvoir devenir trop intelligentes, que vont devenir incontrôlables, et c'est pour cette raison qu'il faut les aligner avec les valeurs humaines. Il y a une espèce de paradoxe là-dedans, parce qu'on pourrait juste se dire, arrêtez de faire des recherches pour essayer d'atteindre cette intelligence artificielle générale si vous avez peur qu'elle devienne incontrôlable. Donc, c'est un espèce de cercle vicieux qui existe entre financer de la recherche pour essayer de créer des modèles généraux et à la fois parce qu'on a très peur, on crée une narrative vraiment de la peur de cette IA qui peut se retourner contre nous et qui peut devenir incontrôlable, il faut aussi financer. Et quand je vous dis financer, c'est parce que l'altruisme efficace finance vraiment en termes économiques la recherche là-dedans, comme par exemple OpenAI ou Anthropic, qui sont des entreprises dans la Silicon Valley à San Francisco qui essaient de développer justement ces genres de modèles, mais aussi dans la recherche purement académique, comme à Stanford, où il y a NeurIPS, qui est la plus grande conférence d'intelligence artificielle en informatique qui existe à ce jour, qui d'ailleurs est
a commencé aujourd'hui et ça va encore durer jusqu'à la semaine prochaine si ça vous intéresse, c'est très intéressant, qui, à partir déjà d'il y a un an, commence à financer vraiment des recherches en cet alignement des valeurs des IA et en vue de cette menace un peu existentielle, de ce retournement qu'il peut avoir de ces IA. Un deuxième champ de recherche qui a aussi en recherche interdisciplinaire, c'est ce qu'on appelle la sécurité des liens ou AI safety. Et aujourd'hui, quand on parle de AI safety, on parle strictement de ça. Donc, c'est encore une fois un courant interdisciplinaire entre la philosophie et l'informatique qui trouve ses racines dans les recherches de Nick Bostrom de 2014, qui parle clairement d'une menace existentielle qui est posée par ce que lui, il appelle les superintelligences, mais si on va reprendre nos définitions, ça correspond exactement à ce que moi j'appelle, pas juste moi, mais les intelligences artificielles générales. Et plus récemment, un philosophe moral très à la mode d'ailleurs en recherche industrielle en IA qui s'appelle McCaskill de l'université d'Oxford, qui a publié un livre il y a quelques mois où il dit clairement que l'aboutissement ultime de la recherche sur l'IA serait de créer une intelligence artificielle générale. Donc, quelles sont ces caractéristiques d'AGI? Pour lui, il y a du progrès technologique qui peut être de plus en plus rapide et ce que lui, il appelle une immortalité de principe, parce que quel serait aussi le but ultime? En gros, on peut juste se poser la question de se dire oui, mais qu'est-ce qu'on doit en faire avec ces intelligences artificielles que apparemment on ne sera pas en train de contrôler, on ne sera pas en mesure d'aligner à nos valeurs. Tout sera tellement incontrôlable et si ça pose des questions de menaces existentielles, qu'est-ce qu'on doit en faire? Bah, McCaskill notamment, il en voit une opportunité pour des raisons purement transhumanistes de pouvoir télécharger notre conscience au sein de ces machines et reproduire en gros une copie de nous-mêmes qui existerait dans ces intelligences artificielles. Donc, une critique un peu provocatrice qu'on peut faire là-dessus. Déjà, on ressent déjà l'argument vraiment, encore une fois, du paradoxe, parce que si ce sont des intelligences artificielles qui peuvent mettre en péril notre propre existence, l'existence même des êtres humains, pourquoi vouloir faire de la recherche là-dessus? Pourquoi vouloir produire tout ça? Et une critique aussi assez triviale qu'on peut faire, c'est s'il s'agit d'intelligence artificielle qui, de toute façon, pour pouvoir exister, ont besoin d'électricité, pourquoi on ne débranche pas juste ces machines si ça pose des menaces existentielles? Donc, vous voyez, il y a des narratives autour de cette intelligence artificielle générale qui font beaucoup parler et qui trouvent quand même ses racines aussi, qui essaient de trouver ses racines et ses justifications aussi dans la littérature en éthique et qui est vraiment en cours de production à ce jour-là. Parce qu'un fois, McCaskill est très influent et il est très médiatisé. Maintenant qu'on a un peu un cadre général, on va dire, sur quelles sont nos bases techniques, quelles sont les raisons un peu plus philosophiques qui poussent la recherche à aller vers ce sens. On peut essayer de donner un cadre évidemment non exhaustif de quels sont donc ces enjeux éthiques, quels sont aussi les enjeux éthiques de cette dichotomie. Bah déjà, si on se refocalise sur cette AGI, il y a un risque ça c'est le mot en français que je ne sais pas comment on dit, l'anthropomorphisation. Yes. Donc, ce sont des capacités donc, cognitives qu'on essaie d'attribuer aux machines, mais qu'en réalité, la machine n'a pas. Donc, quelle est la limite entre la projection qu'on fait juste de ce qu'on aimerait bien que la machine ait comme capacité et celle qui finalement, elle ne peut pas avoir? On discutait justement avec la collègue Ambre et qu'on passe le plus de notre temps à rappeler aux ingénieurs les choses que les machines ne savent pas faire, alors qu'il y a énormément de projections là-dessus. Donc, les conséquences évidentes en termes éthiques sont faire de la tromperie, tromper les utilisateurs de ces machines, une grande illusion. Donc, quelles sont aussi les dérives de ces illusions? Il y a aussi une énorme narrative de la peur qui a alimenté, notamment, je pense surtout aux utilisateurs qui sont
un peu moins illettrés en termes informatiques qui vont par exemple avoir une crainte injustifiée d'utiliser ce genre de machine, de se servir de ce genre d'outils, alors que l'IA aujourd'hui, je vous ai longuement parlé de BERT et de modèles de langage. Bah, quand vous faites une recherche Google, vous êtes en train d'utiliser BERT, vous êtes en train d'utiliser une IA. Combien de vous le savent au quotidien? Donc, il y a une espèce voilà, de cette narrative de la peur d'alimenter cette espèce de menace existentielle qui existe, alors que dans la réalité et dans le fait de tous les jours, on se sert de ces modèles et il n'y a pas du tout, il y a pas du tout de risque pour ce genre de questions. Et quand on parle de tromperie et illusion, euh, par exemple, on fait souvent appel dans l'imaginaire un peu collectif au film de Spike Jonze, Her. Bah, quand on pense à de la tromperie, c'est en effet, si on essaie de projeter des capacités cognitives qui existent chez les humains mais qui n'existent pas chez les machines, bah, on peut aussi créer des faux espoirs et essayer de tromper l'utilisateur pour lui faire croire que, par exemple, et ça existe aujourd'hui, je peux vous donner l'exemple de Replica, qui est un assistant virtuel qui essaie de créer un lien, une relation amoureuse avec ses utilisateurs. Bah, on peut sérieusement se poser la question de savoir si est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, quels sont les risques que ce genre de relation, de fausse relation amoureuse peut porter entre une machine et un humain, surtout sachant que Replica ne fait que, comme le dit son propre mot, répliquer les réponses que l'humain est en train de lui donner. Donc en fait, on crée une espèce de miroir entre l'humain et la machine avec laquelle il est en train d'interagir. Voilà, donc quand je parle de tromperie, illusion, narrative de la peur, je parle de tout ça. Le fameux papier de 2021 qui a coûté le poste justement d'éthicien chez Google à pas mal de collègues qui les appellent des perroquets stochastiques. Ils parlent justement de modèles de langage et ils ont trouvé ce mot qui, à mon sens, est assez parlant parce que on a jusqu'à présent parlé de grandes capacités cognitives, du fait que la machine est en train de reconnaître, de comprendre le langage, etc. Si on revient un peu sur Terre, en fait, ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est un perroquet, donc ça veut dire qu'on ne fait que répéter ce qu'on lui a déjà dit. Dans le cas d'un modèle de langage qui fait de la génération de texte, le modèle n'est que en train de reproduire et de répliquer et de répéter ce qui existe dans sa base de données d'entraînement. Stochastique, bah parce que c'est un simple calcul statistique où on va calculer la probabilité que un mot suive un prochain mot. Donc, ça s'arrête là. Et donc, Bender, Mitchell et Gebru parlent dans leur papier de pas mal d'enjeux, mais ce qu'on va retenir aujourd'hui, c'est aussi des enjeux qui existent de justice sociale, parce que pour l'annotation de ces données d'entraînement, donc pour construire encore une fois, il faut qu'on construise des modèles de plus en plus gros qui sont entraînés sur de plus en plus de données. Il nous faut donc en plus de données, on en parlait pendant le déjeuner, qui va traiter ces données, comment est-ce qu'on va pouvoir les nettoyer ou faire en sorte que ce soit des bonnes données, comment est-ce qu'on va juste les annoter. Donc, il nous faut des gens, il nous faut des humains derrière ça, et souvent on oublie les humains parce qu'on fait de l'éthique, il faut aussi revenir un peu aux humains qu'il y a derrière ce genre de machine. Et il n'y a pas seulement les développeurs, il y a aussi toute une nouvelle, un nouveau métier qui s'est créé derrière ça, qui est d'ailleurs très bien illustré par le sociologue Casilli, qui lui appelle les travailleurs du clic. Donc on parle du métier du crowd working, c'est annoter. Donc ce sont des personnes qui sont devant leur ordinateur, qui se retrouvent avec un énorme jeu de données et ils doivent cliquer et de savoir si telle réponse correspond à telle question, oui ou non. Donc souvent, ce ne sont pas des personnes qui ont assez de compétences pour définir qu'est-ce que bonne réponse ou mauvaise réponse. Pourquoi ça pose des enjeux et des problèmes de justice sociale? Parce que ce sont des personnes qui ne sont même pas payées au SMIC, parce que souvent, il y a ce qu'on appelle des fermes de clickers. Donc, ce sont vraiment des gens qui viennent, par exemple, d'Inde, de Taïwan, des pays où il n'y a pas de SMIC, il n'y a pas de protection sociale des travailleurs. Donc, on a créé un espèce de néoprolétariat de ce qui se cache en fait derrière la notation des jeux de données qui servent à entraîner ces IA de plus en plus grands. Et par exemple, je pense, je ne sais pas si vous connaissez, à Amazon Mechanical Turk, qui est une plateforme mise à disposition par Amazon justement pour faire appel à ces fameux travailleurs du clic et
à un prix vraiment dérisoire parce qu'ils sont vraiment payés une misère. Essayer, encore une fois, de travailler sur un jeu de données pour entraîner nos IA. Il y a évidemment aussi des risques environnementaux parce que quand je vous ai montré la courbe des milliards de paramètres, des milliards de jeux de données, tout ça, on ne peut pas le faire sur nos propres ordinateurs. Donc, déjà, en termes d'accessibilité, ce n'est pas très accessible parce que je ne vais pas pouvoir reproduire les mêmes choses qu'un Google, qu'un GAFAM, mais aussi le coût énergétique, surtout aujourd'hui où il y a une pénurie énergétique, on est dans une crise, on vit dans une crise environnementale et une crise énergétique. Bah, quel type d'encadrement on va donner pour qu'on puisse entraîner de plus en plus des modèles qui sont de plus en plus grands. Parce que à aujourd'hui, ce qu'on est encore capable de calculer en termes d'empreinte environnementale et carbone, c'est l'entraînement. Mais ce qu'on n'arrive pas à calculer, c'est l'inférence. Donc, à chaque fois qu'on entraîne un modèle, on sait que c'est très énergivore, que ça coûte énormément d'énergie. Mais lorsque on utilise, nous, ces modèles-là, c'est impossible à calculer parce qu'il peut y avoir lui qui l'utilise dans son coin, moi je l'utilise dans mon coin. Et à chaque fois qu'on rentre un input, bah derrière, il y a une énorme machine qui est en train de faire ses calculs. Et ces calculs ont un prix énergétique et donc environnemental. Aussi, un autre enjeu dont on pourrait parler, c'est que au sein donc, de ces données d'entraînement qui vont ensuite donc, entraîner ces gros modèles de langage, il y a une prédominance de la langue anglaise. Ça, c'est partout dans la recherche sur l'intelligence artificielle. C'est très, très difficile de trouver de la littérature en d'autres langues, que ce soit en français, en italien ou peu importe. Donc, c'est une vraie domination qu'il y a de la langue anglaise. Et donc, par conséquence, aussi une espèce d'imposition des valeurs aussi qui sont un peu plus américaines parce que pourquoi on parle d'anglais? On ne parle pas de l'anglais britannique, ni de l'anglais australien, ni de l'anglais sud-africain. On parle vraiment de la langue anglaise américaine. Et notamment, on a fait avec des collègues une recherche sur GPT-3 qui est entraînée à 93% sur un jeu de données qui est en anglaise. Et on a essayé en effet de le tester aussi sur d'autres concepts, comme par exemple le concept de laïcité ou le concept de liberté d'expression ou portée d'armes, ce qu'est la liberté, etc. Et on a vu qu'à chaque fois, GPT-3 nous donnait des réponses qui faisaient quand même un peu partie de qu'on peut imaginer comme étant des valeurs plutôt américaines. Grande question qu'on peut se poser aussi, au vu donc du risque de tromperie, d'illusion et comment dire, donc de cette narrative de la peur dont j'ai parlé. Aujourd'hui, on pourrait se poser la question de savoir s'il est toujours souhaitable de passer le test de Turing. Est-ce qu'on a envie d'avoir autour de nous, dans notre quotidien, à faire avec des machines, à interagir avec des machines et des modèles d'IA, surtout si on reste toujours dans les modèles de langage, qui ne savent pas se distinguer des humains. Donc, Internet, déjà, qui y a un lieu qui n'est pas très contrôlé, où on peut trouver du tout, on va se retrouver avec un terrain qu'on peut presque appeler de post-vérité, parce que si Turing imaginait de faire passer son propre test de la imitation game de manière qu'on ne sache pas reconnaître qui est une machine et qui est un humain, bah aujourd'hui, la réalité, c'est que nous, humains, on se retrouve à utiliser les CAPTCHA pour prouver qu'on n'est pas des robots. Parce que la réalité, c'est que sur Internet, bah, on parlait tout à l'heure de Twitter, bah, 60% des comptes qu'il y a sur Twitter, ce sont des robots, donc de génération de texte. On a parlé tout à l'heure des modèles de génération d'images, même si ce n'est pas vraiment notre focus aujourd'hui, mais on pourra en discuter si vous voulez. Ce sont des modèles qui, à partir d'un input d'une phrase, par exemple la table de la salle à l'université à Grenoble, ils sont capables de produire des images. Donc, en fait, on va se retrouver avec du contenu textuel, vidéo, audio, d'images qu'on ne sera pas capable de reconnaître, de faire la distinction entre ce que c'est un contenu humain, de production humaine, et un contenu qui est de production artificielle. Donc, il y a aussi une vraie question de la confiance. Comment est-ce qu'on va pouvoir faire confiance à ce qu'on trouve sur Internet? Est-ce que je suis en train d'interagir avec un bot? Est-ce que je suis en train de regarder une image qui est le produit d'un artiste ou d'une machine? Est-ce que je suis en train d'écouter un morceau de musique qui a été généré par une machine ou par un humain? C'est une grande question que moi je pense qu'il
qui est urgente et qu'il faut vraiment se poser aujourd'hui avant que ce soit juste trop tard. Et aussi, une autre question que je me pose, c'est comment on peut évaluer moralement une IA qui elle-même n'a pas de capacité définie. Parce qu'en termes techniques, une évaluation technique se fait à partir de benchmarks, se fait à partir de est-ce que telle IA, par exemple, quand je lui donne un calcul mathématique, sait me répondre oui ou non, donc c'est assez simple. Mais comment est-ce qu'on peut définir si c'est un bon modèle d'un point de vue vraiment moral? Est-ce que ça fait du bien à ses utilisateurs? Est-ce que ça porte une valeur ajoutée? Est-ce que c'est plutôt en train de détériorer leur propre quotidien? Comment est-ce qu'on sera en capacité d'évaluer donc sur le plan moral une IA qui elle-même n'a pas de contraintes? Donc, c'est une vraie question que je me pose. Et sans limite fixée a priori, aussi comment exercer un contrôle sur ces utilisations possibles et variées, comme se demandait aussi Nielsen qui a aussi théorisé sur l'intelligence artificielle générale. Euh, donc, on a parlé aussi tout à l'heure de comment pouvoir faire un modèle, si on développe si on développe un modèle qui a des capacités infinies, comment classifier et évaluer un détournement de ce modèle? Parce que le but du développeur, c'est de faire un modèle qui a des capacités infinies. Donc, est-ce que dans ces capacités infinies, est prévu et inclut aussi le détournement qui peut être aussi malveillant de ce genre de machine, de ce genre de modèle? Et quelles mesures de protection on peut mettre en place afin de prévenir donc les abus et ces utilisations malveillantes? C'est une question parce que si je ne sais pas anticiper quel type de compétences et capacités cette IA va avoir, comment je peux être en mesure d'anticiper ces risques et ces utilisations malveillantes? C'est une, une question que je me pose. On a parlé d'utilisation malveillante, mais qu'est-ce qui se passe lorsque, qu'on le veuille ou pas, donc l'intention là-dedans ne rentre pas du tout en jeu, parce qu'on s'est dit qu'un modèle de langage est un perroquet statistique, stochastique. Donc, il ne fait que prévoir des mots, il ne fait que prévoir quel sera le prochain mot qui va suivre une génération de phrases. De quelle manière on peut traiter donc la génération de textes qu'on va appeler problématique? Dans la littérature informatique, on l'appelle toxique. Moi, j'aime pas trop ce terme parce que un contenu toxique peut être toxique pour une culture et pas pour une autre. À aujourd'hui, on utilise des filtres de contenu ou appelés de manière un peu plus vaste NSFW, qui veut dire Not Safe for Work. Donc, ce sont des contenus, par exemple, des contenus sexuels, des contenus de, des insultes pures et dures, des gros mots, etc. À aujourd'hui, donc, comme on n'a vraiment pas de réponse à cette question, ce qu'on fait techniquement, c'est qu'on essaie d'appliquer des filtres. Mais ces filtres ont vraiment une approche déterministe sur des contenus, alors que le contenu qu'on est en train de traiter, il est probabiliste. Donc, ça veut dire que si j'essaie d'interroger un modèle de langage avec une phrase, je ne vais jamais reproduire le même résultat deux fois. Donc, comment traiter tout ça? Je ne sais pas si vous avez vu, ça c'est extrêmement récent, il y a une semaine. Il y a Meta qui a mis justement en ligne une démo d'un modèle de langage, un gros modèle de langage qui était vendu comme étant le modèle de langage de la science qui devait aider les chercheurs à écrire des papiers scientifiques et à retrouver des informations. Et la réalité, c'est qu'en 2 jours, on s'est rendu compte que Galactica, s'appelle Galactica ce modèle, il produisait des articles scientifiques, par exemple, sur les bienfaits de manger du beurre cassé, ou avait des informations complètement erronées et détournées de faits qui sont des faits historiques. Par exemple, la date de création du Colisée n'était pas du tout la bonne, ou plein de choses comme ça. Donc, même un modèle de langage qui est créé en compost avec l'intention d'être un modèle de langage scientifique, qui était censé être entraîné sur des données propres qui venaient que des papiers scientifiques, des livres de littérature scientifique, même encore une fois, on doit leur faire confiance à Meta parce qu'on n'a pas accès à ces données. Mais même dans ces cas-là, le modèle a des comportements imprévisibles. Donc, comment gérer tout ça? Donc, quand on parle aussi de contenu qui est not safe for work, pas sécurisé pour pouvoir travailler avec, on a aussi une grande question. Ça, d'ailleurs, c'est une question à laquelle je réfléchis beaucoup dans le cadre de mon travail, pas de recherche, mais travail industriel.
c'est qu'est-ce que c'est du contenu sexuel? Parce que le contenu sexuel n'est pas défini de la même manière partout dans le monde. Je donne toujours l'exemple que euh, en Espagne, quand je vivais en Espagne, les femmes, elles étaient en topless à la plage, alors qu'en Italie, chez moi, être en topless, c'est absolument pas du tout bien vu. Donc, c'est du contenu qui est contextuel aux propres valeurs et aux propres cultures. Donc, de quelle manière, si on doit faire des modèles universels et universables qui ont comme but final d'être le plus généraux possible, comment prendre en compte ce genre de questions? Et aussi, il y a eu un cas très intéressant que j'ai dû traiter d'un journaliste qui m'a posé la question de savoir quelle est la frontière entre de la modération de contenu et la censure politique, par exemple. Parce qu'il y a aussi, évidemment, on a parlé beaucoup de la surprésence, de la dominance américaine. C'est parce que c'est celle qu'on connaît le plus et peut-être elle est plus accessible parce qu'on parle anglais, mais il y a énormément de choses qui se passent en Chine aussi. Il y a énormément de recherches en IA qui se fait en Chine aussi. Et il y a un nouveau modèle justement de langage qui définissait comme du contenu not safe for work, donc du contenu problématique, la phrase place Tiananmen. Et donc, la question que justement des chercheurs chinois se sont posées, est-ce que c'est parce que ça va contre le régime politique? Est-ce que c'est de la modération de contenu parce que c'est défini comme du contenu qui est pas safe? Donc, comment gérer tout ça? C'est une vraie question. Et donc, on se rend compte aussi que souvent, ces enjeux éthiques vont de pair avec des problèmes techniques, par exemple le manque de diversité. Comme on parle beaucoup de biais, mais pour moi, il y a des biais de genre, mais il y a aussi des biais de valeurs, de culture, de disciplines scientifiques. Ça reste un domaine qui est étudié par pas mal d'entre nous, alors que pas beaucoup d'entre nous on a accès à ces machines, pas beaucoup d'entre nous savent lire des données, savent lire une architecture de modèles de langage, etc. Donc, il y a une vraie nécessité de faire de la recherche interdisciplinaire. Et il y a aussi des contraintes de recherche industrielle parce que, comme je vous disais, qu'il y a cette grande influence à la Silicon Valley, donc cet altruisme efficace, bah, ce sont aussi des enjeux d'économie, comme certains appellent de techno-économie, quand l'économie est à la tête du développement technologique. Donc, en fait, ce qu'on va chercher, c'est plutôt d'avoir du chiffre d'affaires, c'est qu'est-ce que va vendre le plus, qu'est-ce qui va faire le plus de buzz, comme on dit, qu'est-ce qui va être le plus état de l'art, comment est-ce qu'on peut faire, encore une fois, toujours plus grand, toujours plus beau, entraîner avec plus de données. Les données ne sont jamais suffisantes, il en faut toujours plus, toujours plus, toujours plus. Donc moi, je suis plutôt partisane, sans surprise, d'un changement de paradigme qui, pour moi, devient une vraie nécessité d'essayer d'aller vers un développement de l'intelligence artificielle avec un objectif précis, plusieurs raisons. Déjà, pour essayer de dépasser le paradigme assez classique en informatique du je le fais parce que je peux. Donc, par exemple, Google qui peut se permettre de faire un modèle avec plus de 500 milliards de paramètres, avec plus de 1 Tera et des millions de Tera de données, c'est parce qu'ils peuvent, ils ont accès à ça. Quand il n'y a pas d'objectif, pour moi, il n'y a pas de justification. Donc, si on doit créer des modèles de langage ou des modèles d'intelligence artificielle générale qui n'ont pas de compétences spécifiques, pour moi, il n'y a pas de justification technique à avoir. Et surtout, si on se focalisait plus sur l'IA étroite, ce serait plus simple d'utiliser chaque petit modèle. Là, on m'a parlé de modèle de langage, mais ça peut être un modèle de tout n'importe quoi d'IA, qui soit adapté à son contexte social pour essayer de respecter justement le fait qu'on ne peut pas, encore une fois, si on revient sur l'alignement des valeurs, c'est compliqué de se dire qu'il y a des valeurs universelles qui sont interprétées de la même manière par tout le monde. Donc, il y a un vrai problème qui est lié à l'universalisme, selon moi, ou d'essayer de vouloir imposer sa propre morale à tous les utilisateurs. Quand GPT-3, comme OpenAI nous dit qu'ils ont créé un modèle général de general purpose qui est universel et qui est utilisable pour tout le monde, et qu'en fin de compte, on se rend compte que quand on lui demande de faire des résumés, ça va nous apporter une vision et des valeurs qui sont purement américaines, bah, là, on est en train
d'imposer vraiment une vision d'un peuple en particulier, qui est celle des développeurs ou celle des données sur lesquelles le modèle est entraîné, à tout le monde. Parce que ce sont encore une fois des modèles qui ont vocation à être utilisés par tout le monde. Donc, je dirais que très brièvement, c'est pas du tout exhaustif, mais je souhaiterais qu'on encourage de plus en plus donc la recherche à la fois académique et industrielle en narrow AI, donc en IA étroite. Donc pour des raisons diverses et variées qui peuvent être, encore une fois, pas exhaustives, de responsabilité environnementale, parce qu'avoir un modèle plus petit entraîné sur moins de données, ça veut dire aussi un entraînement plus rapide, un entraînement que peut-être même Louis serait capable de faire sur sa machine, un contrôle technique et social plus défini, parce qu'on peut faire de l'évaluation technique sur un modèle qui a des capacités spécifiques et on peut aussi faire une évaluation morale sur des capacités qui sont spécifiques. Donc, on peut facilement identifier, pas facilement, peut-être c'est un gros mot, mais plus facilement identifier des cas d'usage spécifiques et si en effet, est-ce que ce modèle est en train d'apporter quelque chose de bien ou de mauvais, ou est-ce qu'il est en train d'être détourné ou pas, si on connaît bien ses compétences. Il y a aussi, donc, pour des raisons de justice sociale, si on arrive à réutiliser les jeux de données, ou je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais j'ai participé à une expérience où le jeu de données était créé de zéro. Donc, essayer de créer ses propres données, qui soient des vraies données, avec par exemple pour la préservation de langues minoritaires, et faire en sorte que ces propres personnes qui créent les données soient les propriétaires de ces jeux de données. C'est une possibilité. Et donc, éviter ce ferme à clic, pour une question de performance technique aussi, parce que des modèles de langage très gros, quand ils sont très gros, en fait, on ne se l'est pas dit, mais ils échappent aussi au contrôle de ses propres développeurs. Et on se dit que, par exemple, si on doit demander à GPT-3 de nous traduire de l'anglais à l'arabe une phrase, peut-être il est en train de le faire, mais si on demande une tâche spécifique de devenir un chatbot à GPT-3, il sera moins performant. Donc, en fait, dans les faits, il est même plus intéressant d'un point de vue technique d'avoir des IA étroites. Et aussi, comme on s'était dit, ce serait plus simple de s'adapter à leur propre contexte social et politique, parce que ce serait plus simple d'imaginer une IA pour chaque peuple, presque, ou en tout cas pour chaque domaine spécifique, une IA pour le droit, une IA, un modèle de langage pour la philo, de la technique, etc. Et donc, il serait vraiment adapté à son champ de compétences. Et ce serait aussi pour une question de respect, de valorisation, donc d'un pluralisme de valeurs, de se dire qu'il n'y a pas de valeurs universelles qui sont valables pour tout le monde, donc on ne fait pas d'imposition de qu'est-ce que je crois être important pour moi, comme font ceux et celles qui font de la recherche en AI alignment ou cherchent vraiment ces valeurs universelles à aligner à ces machines, mais essayer vraiment de respecter un peu le contexte et juste ce qu'est le on va dire, l'environnement à la fois social et politique et institutionnel d'une certaine population. Merci beaucoup. Merci, Yana. Je vous laisse ici aussi. Et ces IA étroites, c'est acquis en du temps, mais vous l'avez dit. Qui c'est qui développe ça? Il y a par exemple BigCode, qui est, je ne sais pas si vous avez entendu parler de Copilot, qui est un modèle de langage utilitaire de la génération de code, par exemple de code informatique. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de problèmes, par exemple, liés au copyright, parce que c'était entraîné sur des données de code informatique qui en réalité étaient propriétaires. Donc, il y a une énorme lawsuit en cours, un procès judiciaire. Donc, il y a eu une alternative qui s'appelle BitCode, qui est juste un modèle très petit. Donc, là, on a parlé de milliards de paramètres, par exemple 500 milliards de paramètres. Ce modèle-là, il ne fait que 50 milliards de paramètres. Et il est beaucoup plus performant que des modèles qui sont généraux. En fait. Même s'il y a une tendance, voilà, il y a ces deux tendances. Évidemment, General AI, c'est plus présent, surtout en recherche industrielle. Mais il y a des gros projets qui se font aussi, surtout quand ce sont des modèles qui sont censés avoir une tâche spécifique. Il y a énormément de nouvelles productions. Moi, j'ai pas de questions, mais Message.
Oui, je vais transmettre pour les questions de la salle, de la salle, de la salle virtuelle. Peut-être déjà, on va allumer les lumières parce qu'il y a un peu mieux. La question c'est, le RGPD définit déjà le concept de finalité. Dans l'ensemble, finalement, il y a le RGPD le fait déjà. Très honnêtement, je ne sais pas. Voilà. Mais sur... Bah, j'imagine que la personne qui a posé la question, c'est déjà. Donc, je veux bien rebondir. Tu veux bien qu'on y réfléchisse ensemble? Oui. Ouais. La personne, c'est CC qui promeut cette opinion, j'ai l'impression. D'accord. Que le RGPD, en définissant la finalité, Ouais. permet d'aller vers l'idée du narrow AI. Ok. Et j'ai l'impression. Et définir comment finalité. Je sais qu'il y a quoi. Je sais que ça dépend de finalité, c'est là. Si je prends l'exemple, par exemple, je m'appelle pas de santé, tu la recherche c'est la recherche locale. Oui, moi c'est ça la triche. Moi c'est ça ce que je connais derrière. Déjà c'est contraint au traitement des données, comment on les traite. Et si c'est pour des raisons de recherche, si ce sont des données médicales, si c'est pour des raisons de revendre ensuite ces données. Mais là, c'est pas la finalité dont je parle. Moi, je parle plus de compétences en fait de ces modèles d'IA. Alors, j'avais beaucoup aimé l'expression de système anti-Turing, c'est-à-dire en fait savoir que c'est un agent artificiel qu'on en passe ce soi. Donc là, typiquement, il y avait une chaîne YouTube qui s'appelle pour Monsieur Green. Et c'est une chaîne YouTube qui reconnaît leur contenu. Ensuite, à partir de ça, faisait du tournement en créant de la voix artificiellement, en faisant des visages artificiellement. Et on avait vraiment beaucoup de difficultés à savoir ce que c'était artificiel. En fait, il a été péri sur le vif et maintenant il vient dire non, tout ça c'est artificiel, c'est pas du tout les youtubeurs qui sont derrière ça. Et la question c'est est-ce qu'on va pas diriger vers une obligation d'avoir des labels, de signaler qu'on discute ou on visionne, on interagit avec des agents artificiels, et sur en fait tellement de récits d'habitude. Aujourd'hui, c'est pas l'inverse. Il faut obligatoirement dire que c'est artificiel. Bah déjà, il y a des recommandations, notamment quand on parle de chatbot, du comité pilote d'éthique numérique national, qui conseille d'expliciter à chaque fois qu'il s'agit qu'on est en train d'interagir avec un chatbot. Et dans les termes un peu plus juridiques, on a travaillé notamment dans le cadre de ce projet Open Science où on a développé un modèle multilingue, un modèle de langage multilingue. On a aussi contribué à une nouvelle licence d'utilisation, donc là on est plus dans les contraintes juridiques, avec des restrictions de cas, des restrictions d'utilisation de la part donc, des développeurs et utilisateurs, où il faut à chaque fois expliciter que le contenu généré est généré par l'IA. Mais c'est quelque chose qui pose énormément de problèmes dans la communauté, notamment open source, parce que là, on a deux grandes cultures qui se heurtent entre le logiciel libre, donc la philosophie de pouvoir faire toujours ce qu'on veut, de pouvoir reproduire absolument tout ce qu'on veut et de ne pas tenir compte pratiquement de personne de ce qui se passe. Et de l'autre côté, essayer d'anticiper des risques qui sont liés justement à ce genre de conflit, d'avoir des modèles de langage qui vont produire du contenu. Je ne sais pas, vraiment, c'est impossible à découvrir, par exemple, combien il y en a sur Twitter. Et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y a aussi eu un chercheur de Google qui s'est amusé à entraîner un modèle de langage sur le contenu de 4chan. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un site vraiment problématique où c'est vraiment un peu tout ce qu'il y a de horrible sur Internet est là-dedans. Il a entraîné un modèle de langage, il a ajouté sur 4chan et il l'a laissé en roue libre. Et la grosse différence qu'il y a, par exemple, avec les bots qu'on pouvait avoir avant, c'est que ce n'est pas juste un bot qui produit du contenu sans cesse. C'est un bot qui sait répondre, on voit, basé sur le contexte et l'attention, à tout ce que les utilisateurs disent et font. Et très fièrement, il a fait une vidéo YouTube où il dit j'ai branché ça pendant 3 jours, personne n'a découvert que c'était un bot. Ça va encore plus mal qu'on pourrait croire. On a une question dans. Allez-y. J'ai une question un peu naïve. Apparemment, le fait de tutoyer comme c'est un peu. Pas la finalité
n'est pas du tout naïve, c'est une excellente question et ils n'ont pas de réponse. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que comme les cas d'usage doivent être infinis et même pas prévus par le propre développeur, la façon dont ils les mettent en place, c'est plus je les donne à l'humanité, ensuite on va voir comment l'humanité va s'en servir, mais sans aucun cadre et sans aucune prévision. Donc, il y a évidemment des gens qui disent qu'on est très proche, d'autres qui disent qu'on ne verra jamais, parce qu'il y a aussi un manque de clarté sur vraiment des définitions. De se dire, OK, ça doit être polyvalent, ça doit être de plus en plus rapproché de l'intelligence humaine, mais de quoi, comment est-ce qu'on va évoluer ça? Comment est-ce qu'on va se dire, ah OK, là, c'est une AGI? Parce que même GPT-3, c'est vendu comme une intelligence artificielle de general purpose, alors que ça reste contraint sur un ordinateur et ça fait que du langage. Mais l'idée, c'est vraiment de lui donner autant de compétences que possible et même pas imaginer au préalable. Ça rejoint un peu peut-être la question de savoir quel est exactement le système de l'intelligence artificielle et des gens. Déjà, si on ne fait pas exactement cette différence-là, si on ne met pas de contact, moi je voulais savoir si ça rejoint des choses. Non, mais c'est pour ça justement qu'on parlait rapidement de Dreyfus et aussi d'autres critiques justement à ces questions-là. C'était notamment cette slide-là, c'est qu'il y a énormément d'aphories et il y a énormément de raccourcis aussi que les chercheurs ont mis à fond pour essayer de justifier ça. Je ne sais pas combien j'ai croisé vraiment physiquement qui disent mais de toute façon, le cerveau, ce n'est qu'un calculateur, ce n'est qu'un modèle de langage, ce n'est qu'un modèle d'IA parce qu'on prend les informations, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on les assimile, on les reproduit et puis ensuite on ressort du contenu. Donc en fait, on marche exactement de la même manière que les machines. Donc, il y a vraiment plein de suppositions qui font, plein de raccourcis, plein d'aphories pour essayer de justifier aussi le développement dans lequel ils s'embarquent. Mais c'est clair qu'il faut vraiment revenir de la base. Après, Turing, clairement, dans son papier justement de Imitation Game, il dit qu'il ne va pas trop se concentrer à essayer de définir qu'est-ce que c'est l'intelligence parce que c'est une question trop complexe, trop vaste. Et donc, il va essayer, son but, c'est juste d'essayer de trouver les humains et faire en sorte qu'ils croient qu'ils sont en train d'interagir avec les humains. Mais, mais vous avez tout à fait raison, il faudrait déjà se reposer les débats. Une question de la salle virtuelle que j'avais envie de transmettre. Oui. Moritz qui nous demande, je pense que ça intéressera une bonne partie d'entre vous, si tu pouvais nous parler de ton expérience en tant qu'éthicienne chez Hugging Face. Ah. Qu'est-ce que c'est que faire de l'éthique dans ce genre de projet? C'est merci pour la question. Peut-être pour ne pas se déconcentrer, je laisserai le temps, mais peut-être on se laisse cette question à la fin si Ouais. ça lui va. Très bien. Super. Il y avait d'autres questions? Oui. Oui, bien sûr. Si. Quand je parle de risque d'informatisation. Non, c'est sur la narrative de la peur. Ah, c'est le narratif de la D'ailleurs, peur. c'est la narrative. Ah, En français, ouais, la narration. la Le récit. narration. Le récit. C'est pour Bah, en fait, c'est une très bonne question. Si je dois mieux définir, je dirais qu'il y a des craintes, il y a des choses dont on devrait avoir peur. Moi, j'ai peur notamment du fait que peut-être demain, on ne sera plus en capacité de distinguer quel est du contenu généré et quel est du contenu humain. Mais ce récit de la peur, il est plutôt alimenté par des craintes de se voir remplacé par les IA ou se voir en train de, voilà, d'être en compétition avec leur propre intelligence. Et je racontais justement tout à l'heure que j'ai mené une recherche sur le terrain où j'ai fait de la recherche utilisateur, comment les utilisateurs se servaient d'un chatbot. Et j'ai trouvé tout un tas de questions qui en gros, font penser que souvent les utilisateurs, ils pensaient que ces IA ont une intelligence absolument infinie,
parce qu'on posait des questions qui n'étaient pas du tout en relation avec le contexte de ce genre de chatbot. Donc, dans cette, dans cette espèce de narrative, de récit, ce que je dis, c'est qu'il y a des peurs qui sont quand même infondées, parce qu'on n'en est pas du tout là, alors qu'on devrait avoir pas peur, mais d'autres choses qui sont plus tangibles et qui sont surtout déjà présents dans l'état de l'art technique des IA. Il y a vraiment un décalage voilà, entre quelles sont les peurs et quelles sont les peurs qu'on est en train de construire dans les relations qu'on fait toujours avec Terminator, etc. Et ce qui est tangible aujourd'hui. Moi, je me toujours rechercher l'intelligence humaine. C'est tellement mon intérêt d'avoir une IA qui fait des étudiants, c'est et donc, en réalité, ce qu'on fait bien, c'est pour faire des tâches que l'humain ne sait pas faire. En fait, ce petit modèle d'intelligence, ce qui est recherche, et d'ailleurs, non. Je suis même pas sûr par rapport à la barre où sauf qu'ils n'ont pas envie, comme les enseignants, on va faire des articles. Et par exemple, je ne sais pas si une intelligence permet de reporter les résultats l'IA est capable de le faire. Même pas besoin de venir faire ça. En fait. Non, mais c'est clair. C'est pour ça que je pense qu'on a beaucoup dans le je le fais parce que je veux et parce que je dois montrer que j'essaie de faire de mieux en mieux. Mais là, il faut aussi retourner un peu aux racines de la recherche en IA, qui a commencé vraiment dans les années 60, où si on l'appelle l'intelligence artificielle, c'est parce que depuis le début, on essaye de reproduire les capacités cognitives humaines. Mais on est d'accord. Mais on est d'accord, mais c'est très réel. Mais il y a vraiment des gens qui, au quotidien, ils se lèvent le matin et vont dire aujourd'hui, je vais faire l'IA. Et ils ont des millions et des milliers et des milliers. Voilà, le système de contrat, c'est un peu comme un emploi. On va dire, c'est une tâche, en fait, une tâche de parole, de parler, c'est de faire la fonction, par exemple. Et j'ai l'impression que dans les papiers qui sortent récemment, il y a beaucoup l'aspect multimodal, le fait que les modèles maintenant, on leur demande tout simplement je peux pas, fais-moi traduction, on va aussi leur demander je parle, mais je parle d'une certaine manière, je parle avec des personnes. Le langage, c'est pas le plus c'est pour ça qu'aujourd'hui, on d'avoir des modèles larges, plus générales, pour C'est pour ça qu'ils le vendent. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à un modèle de langage qui est sorti dernièrement qui s'appelle Whisper. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui est capable de faire le changement rapide, par exemple, entre un accent et un autre accent, et c'est juste de la reconnaissance vocale de mots, et est capable de reconnaître, par exemple, je sais que j'ai un accent quand je parle français, ou comme je peux avoir un accent quand je parle anglais, parce que ce n'est pas mes langues maternelles, et donc essayer d'aller travailler ces petits accents qu'il peut avoir lorsque quelqu'un dont c'est pas la langue maternelle parle d'autres langues, etc. Donc il y a aussi un intérêt à être de plus en plus précis. Mais moi, ce que je contexte comme tu dis très justement, c'est qu'est-ce qu'on doit en faire finalement. Et je pense, bon, c'est peut-être une intuition, mais c'est aussi ce que je vois au quotidien, c'est qu'il y a aussi un peu cette manie de remplacer Dieu et de se dire, oh, moi, j'ai réussi à créer quelque chose qu'on peut qualifier comme étant un être humain, et donc je suis un créateur de nouvelles entités, ou je sais pas, mais un peu cette relation au pouvoir aussi, et de pouvoir se dire, on l'a comparé aux êtres humains et c'est réussi. Mais la finalité ultime de AGI, personne ne la connaît. Et ils s'éloignent beaucoup de ça parce qu'ils ne veulent pas la définir.
Donc, on voit, ils ne veulent pas l'évaluer pour dire, ah, moi, je l'ai fait ou je ne l'ai pas fait. C'est pour ça que ça reste très éphémère. Il y a à la fois énormément de recherches et à la fois c'est très vague, donc très complexe. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il y a une grosse tendance qui va vers là. Heureusement, il y a aussi une tendance qui va plus vers médias et France. Mais on va dire, dans la recherche fondamentale en IA, on cherche beaucoup à faire ça. Et quand on discute au contraire avec des chercheurs en IA qui, eux, ils cherchent à les appliquer, ces IA, ils te disent, mais moi, avec les IA, je ne peux rien faire parce qu'il n'est pas performant. Donc, c'est très compliqué. C'est un effet, je trouve que c'est pour ça, c'est l'effet d'une économie d'innovation. Aucune finalité réelle de loi progressiste. Par là, diriger la société par les connaissances. Ce sont des bulles financières qui se succèdent. Seulement objecter à nos camarades informaticiens, parce qu'on a des enfants jardin qui est barbelé, quoi. Je peux dire, par exemple, peut avoir des finalités de défense. On a un gros modèle, moins le principe, c'est moins apparemment on est attaquable. Reste à démontrer. Mais il y a une compétition super grande. Les firmes, elles sont toutes ancrées dans des aires de civilisation qui correspondent à des souverainetés. Les Chinois, les États-Unis. Bon, du coup, je pense que malheureusement, ça n'a pas grand-chose à voir avec quelque chose qui ressemblerait à une volonté claire et nette de la part des informaticiens. Ils sont embarqués dans un système et je suis frappé par le fait que autant d'intelligence servent de dessin aussi conçu. Voilà. Donc, d'où ma conviction, le fait de travailler avec des ingénieurs sur leur éthique à eux. Et leur dire, voilà, il y a un truc qui s'appelle l'éthique, on va te faire pratiquer, on va apprendre un peu des choses, on va te faire pratiquer. Et je pense que c'est une option. C'est-à-dire, maintenant qu'on a une étiquette patentée de l'entreprise avec nous, ce qui est important, c'est l'éthique relève de la responsabilité malgré tout individuelle. Quand bien même les individus sont pris dans des systèmes, on peut reconnaître les souveraines. Il y a toujours des tas de facteurs qui ont conduit avant d'arriver à une solution finale qui serait vraiment opératoire. Voilà, je pense que, parce que même la régulation ne peut rien là-dessus. Et d'ailleurs, vous me faites penser à quelque chose que je n'ai pas nommé, parce que j'ai juste parlé comme ça au passage, mais je pense que ça va être, cette question de AGI va vraiment devenir la nouvelle question un peu de la guerre froide entre les États-Unis et la Chine, parce que la Chine aussi, évidemment, est en train de, malheureusement, ce n'est pas aussi accessible que les recherches en langue anglaise, mais il y a aussi une course à AGI et je pense que c'est devenu un peu le nouveau qui va être le premier à aller sur la Lune et donc qui va être le premier à pouvoir développer un AGI. Donc il y a aussi des raisons vraiment politiques derrière et de pouvoir. On approche de 15h30, c'était l'heure à laquelle on pensait clore la session, mais il y a beaucoup de questions. Rose, peut-être qui on peut encore poser, garder 10-15 minutes s'il y a encore d'autres questions, soit ici sur place ou dans la boîte. Après, tiens, j'ai une question qui est ici de CC. J'ai l'impression que les chercheurs en éthique de l'IA aux US ont une approche beaucoup plus pragmatique qu'en Europe. Est-ce correct? Voyez-vous d'autres différences entre les États-Unis et l'Union européenne? Moi, je ne suis pas sûre. Je pense au contraire que nous, voilà, on est plus peut-être dans la régulation, essayer de se donner des cadres, essayer de réfléchir aussi un peu. Moi, la plupart des chercheurs que j'ai croisés en Europe, ils travaillent beaucoup plus sur les utilisateurs, les cas d'application, etc., alors qu'ils sont plus dans des grands systèmes aux États-Unis. Et peut-être qu'on n'a pas exploré assez, mais vraiment l'influence de l'altruisme efficace, il n'est pas à prendre, à sous-estimer, et aussi son pouvoir économique. Parce que quand je vous dis que, par exemple, pour vous donner un ordre de grandeur, Anthropic, qui est donc un espèce de spin-off d'OpenAI, ils ont reçu un financement de 580 millions de dollars pour développer une IA. Donc, ce sont les mêmes qui font des recherches en AI alignment ou AI safety. Donc, c'est vraiment une espèce de, on vit un peu dans une espèce de paradoxe.
mais ils sont beaucoup dans ces gros systèmes. Et comme je disais pendant le déjeuner, un gros malheur que je constate, c'est que les ingénieurs vraiment en IA, comme il n'y a pas vraiment de spécialisation en IA qui existe en informatique. Moi, tous mes collègues, ils sont tous physiciens, ils sont tous mathématiciens. Donc, c'est des gens qui ont pris leurs compétences et ils en ont fait quelque chose d'extrêmement pratique. C'est souvent des personnes qui ne savent même pas développer un site internet, par exemple, parce que nous, on imagine les chercheurs en IA comme des gros informaticiens, alors que souvent, non, c'est juste des gros mathématiciens. Et donc, ils sont beaucoup dans la théorie, énormément dans la théorie, et ils ont beaucoup de mal souvent à imaginer des cas concrets. Énormément de mal. Et même, ils se disent, mais non, mais les cas concrets, c'est très compliqué. Et nous, ce qu'on fait, c'est de la science avec un S majuscule. Voilà. J'ai pas eu la même impression, mais bon, c'est beau les couleurs. Oui. Question Romain. Oui. Par rapport aux effets. Oui. Ça se voit. Ouais, ouais. Ah non, non, pas du tout. Bah, d'ailleurs, le projet que j'ai nommé Big Science, c'est un projet qu'on a fait Open Science qui était d'ailleurs financé grâce au gouvernement français, parce qu'on utilisait le supercalculateur Janzé et de l'énergie nucléaire pour le faire. Donc, on a essayé de montrer que c'est possible aussi de faire les choses sur la base du bénévolat, puisqu'on ne m'a pas payé pour faire ça. On était tous chercheurs. Moi, j'étais très attirée par le fait de découvrir un peu plus ce qui se passait derrière, pouvoir participer à tout ça. Mais on peut le faire. Ça demande énormément d'organisation. D'ailleurs, je vous disais, il y a Murex cette semaine, on y présente 3 papiers là-dessus, sur Big Science. Et l'idée, c'est le gros souci, en fait, c'est pas trop quel type d'organisation et quel type d'architecture on va donner à notre IA. Encore une fois, la question, elle est liée aux données parce que on n'a malheureusement pas accès aux données qu'on a accès à un Facebook comme Meta ou Google. Et donc, c'est très dur de se mettre en compétition. En fait, on ne joue pas à armes égales. Et même si on veut faire croire qu'on est tous égaux face à la recherche IA, en réalité, c'est faux parce que de rien de ne pas avoir une machine sur laquelle entraîner, on a les mains tachées, on ne peut rien faire. Donc, il faut beaucoup d'argent, malheureusement. Une question sur le travail des systèmes. Oui, oui, bien sûr. Alors, quand on va, avant, j'étais officiellement ingénieur de recherche, donc je faisais surtout de la recherche et développement. Là, ce que j'ai fait, c'est plus de la recherche pure. 65% de mon temps est consacré à faire de la recherche pure. Normalement, je travaille sur un papier de recherche là au quotidien que je peux envoyer début février. Et 35%, j'aide donc les autres équipes pour vous expliquer Hugging Face. Donc, c'est une plateforme de code open source de machine learning. Donc, on héberge des datasets, des démos, d'IA et des modèles. Donc, on a la boîte, elle est divisée en équipe science, équipe open source, donc qui maintient les librairies, notamment cette fameuse librairie Transformers. Et on a aussi une équipe évidemment commerciale. Donc, moi, j'essaye d'aider sur des cas malheureusement, je ne peux pas discuter avec vous, mais c'est des cas particuliers sur ces questions-là, mais des cas, par exemple, qui sont déjà passés sur lesquels on peut en discuter. C'est, par exemple, ce fameux cas de GPT-4Chan, le modèle, il a été hébergé chez Hugging Face, donc sur la plateforme pour laquelle je travaille. Et donc, évidemment, ça a été mon premier projet. Donc, de dire, le chef de l'entreprise m'a dit, Jada, c'est pour toi. Et c'était très dur. Lui le sait, j'ai pas dormi la nuit. Parce que en plus, ce qui est intéressant dans l'entreprise, c'est qu'il y a un vrai enjeu entre quel type, encore une fois, quel type de spectre de responsabilité on va donner à la fois aux utilisateurs ou aux développeurs, sachant que c'est une plateforme ouverte. Donc nous, on essaye de alimenter, encore une fois, ce possible d'ouverture parce qu'on veut que l'IA soit de plus en plus démocratisée, qu'elle soit de plus en plus accessible. Mais à la fois, il faut qu'on fasse aussi attention à ne pas donner dans les mains de n'importe qui des modèles qui peuvent être eux-mêmes malveillants. Donc, il y a des enjeux comme ça, où par exemple, j'ai participé au déploiement de ce nouveau modèle qui s'appelle Stable Diffusion, qui fait de la génération d'images. Donc, mon équipe est composée par une politologue, un scientifique, un avocat et moi-même, donc on est 4.
et on travaille tous les quatre sur des questions, donc chacun dans son point de vue avec son expertise, à des questions voilà, de déploiement. Qu'est-ce qu'on va déployer sur la plateforme, à quel type de niveau. Donc pour Stable Diffusion, comme on savait, donc c'est ce modèle de génération d'images qui fait d'ailleurs des images avec un visage qui est très humain. Enfin, il y a aucun filtre là-dessus. Et on peut aussi reproduire des œuvres d'art qui sont copyrightées. Donc, il y a énormément de questions à la fois éthiques, légales et de policy qu'on doit régler. Et on a travaillé une semaine là-dessus, c'était juste avant mes congés. Et finalement, on a fini par mettre un espèce de formulaire pour faire en sorte qu'on sache qui télécharger tel modèle ou tel modèle. Mais c'est un travail assez difficile et moi, je me sens souvent pas légitime quand je dis que je suis éthicienne parce que ça me semble trop un gros mot. Mais disons que je fais de mon mieux pour essayer de travailler à l'intersection entre l'aspect éthique, légal et de policy dans la gestion donc, d'une plateforme open source de ce que sont des modèles IA. Voilà, peut-être qu'on peut résumer tout ça. Donc, par exemple, là, dans ce que tu dis, quelle idée d'augmenter la traçabilité, que chacun des, je sais pas moi, les gens prennent conscience, enfin, tu n'en as pas forcément parlé, mais tu as parlé de l'élaboration de la charte éthique du projet, donc c'est aussi d'expliciter les valeurs qui sont importantes. C'est un peu, j'ai l'impression, une histoire de travail de visibilité et de discussion. De discussion et surtout, d'ailleurs, c'est ça le papier sur lequel je travaille en ce moment, c'est essayer de trouver une articulation, de disposer de tous les outils de gouvernance qui existent aujourd'hui en IA. Notamment, moi, mon outil à moi, c'est la charte éthique, donc on essaie de donner un cadre éthique. L'outil de mon collègue avocat, c'est celui qui a développé justement les Open RIDE, qu'on parlait de, c'est une nouvelle nature de licence d'utilisation, mais avec des restrictions d'utilisation. Et j'ai aussi une collègue qui travaille, elle, sur la conformité que moi j'appelle technique, qui sont c'est en gros, je ne sais pas s'il y a certains d'entre vous qui font du code ici, mais du bon code est toujours aussi bien documenté. Donc, c'est vraiment faire un travail ultra précis sur quel type de documentation donner quand on héberge un modèle, par exemple. Donc, faire en sorte de communiquer ces informations aussi aux gens qui ne sont pas experts, par exemple de policymakers, pour faire en sorte qu'ils sachent comprendre de quoi il s'agit et qu'ils sachent aussi faire de la régulation derrière. Il y a un peu numérique qui doit absolument lire une œuvre de Jada Pistilli. Ah, j'avais pas cliqué dessus. Ah, merci, c'est gentil. Ah oui, oui, un texte de Jada Pistilli. Je ne sais pas si tu connais cette chercheuse. Merci pour le partage. Donc, moi, j'ai une question sur le fait que, parce qu'ici, il y a des doctorants qui sont dans une démarche. Ce que je note, c'est que vous maîtrisez vraiment bien le sujet, c'est remarquable. Et vous voyez quand même que c'est un peu peut-être la question qu'il y avait tout à l'heure sur le fait d'être vraiment dans une recherche active. Parce que c'est pas seulement, c'est pas une cible, c'est donc un contrat à durée indéterminée. C'est un CDI. Donc, moi, le fait d'être chercheuse sous CDI augmente-t-il ou bien modifie-t-il la thèse? Je ne sais pas, c'est une question intéressante pour tout le monde. Pour la spécialisation du chercheur, c'est pas facile, on pense ça. Il n'y a pas de. Il y a un nom de la recherche. Des centres de recherche. Je dois dire que quand j'ai commencé, c'était un CV. Ça m'a permis vraiment d'explorer plus sur ces questions techniques, mais le sujet de ma thèse était vraiment centré sur aussi le sujet de l'entreprise, donc c'était dans un certain sens plus simple. Le changement que j'ai fait en mai dernier, je savais que ça allait potentiellement aussi mettre en péril mes recherches de thèse parce que j'allais m'éloigner un petit peu du sujet central. Je traite toujours d'IA, mais là, comme j'ai cru vous montrer, j'ai des questions beaucoup plus larges qui touchent à des sujets qui sont aussi intéressants, mais ça a été très dur de ne pas vraiment m'éloigner de mon sujet de base. Et d'ailleurs, j'ai fait tout un retravail pour me recentrer sur quelles ont été aussi mes recherches avant. Donc, c'est vrai que c'est compliqué d'être employé temps plein dans une entreprise.
Après, encore une fois, j'ai la chance d'avoir un poste qui a été planifié depuis le début, qui allait être surtout un poste de chercheuse. Donc, j'ai la chance d'avoir la liberté de travailler sur des sujets de recherche qui sont intéressants à la fois pour la thèse et aussi pour l'entreprise. Donc, j'essaie toujours de trouver l'intersection. Évidemment, ce n'est pas toujours le cas parce que, par exemple, j'aimerais beaucoup me focaliser à temps plein sur les modèles de génération d'images, mais je me force à ne pas le faire parce que ce n'est pas mon sujet et j'ai envie de rester ancrée dans mon sujet tant que je termine mon thèse. Et puis ensuite, on verra. Mais c'est vrai que c'est des vraies questions et ce n'est pas tout le temps évident. Donc, je dirais, j'ai d'ailleurs connu un doctorant italien qui commence maintenant une cifre. Et je pense que si je vous souhaite, si vous en avez l'envie, de devenir chercheur industriel, mais je dirais qu'il faut clarifier dès le début avec vos employeurs quel va être votre emploi du temps. D'ailleurs, on est lundi et moi, je suis ici et je n'ai pas posé de congé parce que c'était dans mes conditions de pouvoir partir faire des conférences pour mes recherches, pour la recherche en entreprise et que ça ne soit pas pénible côté entreprise. Donc, je pense que ce sont des choses qui aujourd'hui peuvent être négociées et il faut négocier. C'est considéré parce que déjà, quand on a des principes, en droit, on a du mal à concilier, on sait bien que je pense que absorbé par l'entreprise. Et là, comment on peut concilier déjà du temps pour la vie. Oui, bah après, je sais que c'est une chance pour moi de reprendre une entreprise comme République qui est ce qu'elle fait aujourd'hui, mais c'est évidemment la première question qu'on m'a posée lors de l'entretien. On m'a dit comment est-ce que tu vas gérer ton temps entre la thèse. D'ailleurs, mon collègue avocat, lui aussi, il était là. Il y a énormément. Je pense que la chance, c'est que étant une boîte dont un de ses trois axes principaux, il est avocat. C'est pas un bon français. C'est pas les meilleurs. Américaine. Non, mais lui, il est avocat dans son métier. Après, il est juriste. Voilà, c'est Ouais. Et merci pour la question. C'est très intéressant sur le fonctionnement général. C'est-à-dire, si tu ne veux pas être avocat dans une entreprise, un avocat est forcément indépendant. En principe, dans le serment d'avocat, il y a l'indépendance et les salariés d'une entreprise ne peuvent pas être avocat. C'est inconciliable avec la fonction d'avocat. il est Dans juriste. le monde entier, c'est important d'avoir la place de dire. Parce que j'ai dit avocat, il est avocat de formation, mais il est aussi inscrit, il est espagnol, il travaille pour une boîte américaine, il n'est pas du tout basé en France. Et du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Justement, comment concilier, parce que quelque part, c'est un modèle de la recherche pure. Ça pose d'énormes problèmes de comment on fait l'indépendance par rapport à l'employeur, par rapport à l'équipe, par rapport au travail. Moi, j'ai signé un document. J'ai signé un document justement de liberté de recherche avec mon employeur, notamment quand j'ai clôturé le contrat de mon ancienne entreprise sur lequel j'ai basé mes recherches, qui finalement vont constituer une toute petite partie de mes recherches, de mon manuscrit. Mais j'ai signé un document qui me laissait la liberté de couper en gros mes résultats de recherche. Mais sinon, je dirais que la chance que j'ai eue avant, c'est que mon sujet de recherche portait vraiment sur le cas de développement, de recherche et de développement qui faisait l'entreprise même. Donc ça a facilité quand même. Au quotidien, j'ai étudié ce qui était mon sujet de thèse. Je sais que ce n'est pas le cas pour tout le monde et surtout, c'est de plus en plus difficile en sciences sociales et humaines de se faire valider des chiffres. Parce que quand j'ai dit que j'ai une cifre, mais il n'a pas été validé par l'NRT. J'ai eu la chance que oui, parce que d'abord, ça a pris 1 an parce qu'ils n'avaient pas des experts pour pouvoir qualifier ma recherche. Donc, j'ai attendu 1 an. J'ai eu la chance de pouvoir travailler pendant cette année, puis de me le refuser parce qu'il y avait des problèmes administratifs par-ci, par-là. J'ai re-soumis, ça n'a pas été validé pour des problèmes de l'entreprise, j'en sais rien. Bon, j'étais un peu embrouillée par l'administration française, quoi. Mais. Je suis expert. Voilà. Ouais,
Et donc, il y a une tension parce qu'en fait, les entreprises bénéficient de critères de recherche. Oui, bien sûr. Ce qui est une incroyable faveur de l'État français pour les web. Ça a émergé, on doit faire très attention vraiment au caractère totalement impeccable du dossier parce que c'est l'argent public qui va aller nourrir la croissance privée. Donc, c'est une opportunité en même temps pour un ou jeune chercheur de s'inscrire dans une recherche réelle et pas seulement une recherche académique. Ouais, c'est quelque chose qui est en train de se faire. Quoi. Donc, accompagner le développement technologique et ingénierie de l'intelligence artificielle est la meilleure place pour se poser des questions sur le l'expert vérifie que la personne peut bien se poser. Et du coup, il y a cet aspect-là, et puis il y a aussi le fait que, il y a plein de collègues qui ne veulent pas être experts. Et moi, j'ai deux tests actuellement déposés. Parce que on va retrouver, oh là là, oui, c'est un souci. le collègue qui veut bien, oh là là, ce qu'on peut mettre avec le CAC 40, le grand patronat. C'est vraiment parce qu'il va expertiser un pauvre dossier de recherche. Enfin, il y a aussi un problème de la part de la recherche publique en France. J'ai expertisé du test à la CGT. Moi aussi, j'ai expertisé les tests dans des domaines qui ne sont pas du tout. Voilà, donc, je ne sais pas si tout le monde connaît, je pense, la thèse CIP. Je faisais cette thèse sous convention où la moitié du salaire de la réforme est payée par l'État. Donc, la moitié d'entreprise, la moitié d'État. C'est une thèse où les personnes sont derrière, il y a parfois une embauche. Et il y a surtout la possibilité pour l'entreprise d'avoir 50% d'un salaire financé par l'État. Donc, c'est énorme. Mais la suite par expérience, c'est assez intéressant pour l'accès au terrain. Donc, les sites étaient l'association que vous aviez, même là, c'était compliqué à respecter. Voilà, la moitié du temps, c'est pour l'association. Et en rapport avec sa recherche, la moitié qui libérait pour ça. Dans une association où la personne devient une spécialiste de la question, il y a une association. Et donc, vraiment, respecter, voilà, c'est un chercheur et que les gens viennent chercher, etc. Par rapport Merci à tous et à toutes pour vos échanges. Je vous propose qu'on s'arrête là, au moins pour la session formelle. Après, on ne sait jamais ce qui se passe après. Je remercie tous celles et ceux qui étaient sur le Zoom. On va se retrouver dans 2 semaines. On va être le 12 décembre, ici même, lundi, 14h, salle 204 de la Massy. On aura Éric Pardou, qui est doctorant en philosophie des sciences et des techniques, qui va nous parler de système. Voilà. Voilà. Donc, merci beaucoup. Merci à vous qui étiez là. Puis merci encore à Jada d'avoir fait l'honneur de sa présence. Merci, au revoir. Qui ont été évoqués, qu'on va reprendre, et d'autres qu'on ne reprendra pas. On va approfondir